Salut les sorceteurs et bienvenue dans un nouveau numéro de Toss a Coin to Your Writer. Je m'appelle Maeva Catalano, je suis autrice et passionnée de lecture. Toss a Coin to Your Writer, c'est le podcast sur l'écriture avec un titre anglais et un accent bien français. Chaque mois, retrouve un nouveau numéro avec un ou une super invitée qui évolue dans ce monde fabuleux qu'est le milieu de l'édition. Tu t'en doutes, on va parler du métier d'écrivain, mais également de lecture et de toutes les casquettes qu'il faut porter pour vivre de sa plume. Si tu es une âme courageuse, je t'encourage à poursuivre la lecture de cet épisode. Qui sait, entre deux créatures magiques, tu y rencontreras peut-être ton auteur préféré. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Toss a Coin to Your Writer, bienvenue dans cet épisode de mars qui a pour sujet principal la cozy fantasy, donc la fantasy un petit peu douillette, un petit peu réconfortante, et j'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Laure des Feuilles. Vous allez voir, je pense que cet épisode, je sais qu'on approche du printemps, mais pour moi c'est un épisode qui serait parfait à écouter pendant un week-end pluvieux, donc si par chez vous il fait pas encore trop chaud, qu'il pleut peut-être même, je vous conseille de vous blottir sous la couette avec un petit thé, un petit café parfumé ou un chocolat chaud. Bon, je sais que beaucoup nous écoutent pendant les transports, alors un peu compliqué d'amener votre plaid, mais on sait jamais. Je vous le conseille en tout cas. Et vous allez pouvoir nous écouter discuter de cette cozy fantasy et également nous poser des questions sur est-ce qu'on a besoin d'une vie plus pleine ou plus vide pour écrire? Est-ce que parfois on a une vie trop remplie pour écrire? Est-ce qu'on a le droit de dire non à une maison d'édition? Est-ce qu'une maison d'édition parfaite existe? Et on a parlé un petit peu aussi de nos caractères introvertis, un petit peu anxieux, et qu'il faut qu'on se force un petit peu quand même à sortir de chez nous, parce que c'est très bien l'écriture, mais il faut pas rester sur sa chaise. Donc bref, si vous voulez nous entendre parler de tout ça, ainsi que du poids des réseaux sociaux et de son métier de traductrice, je vous laisse tout de suite avec l'épisode de Laure des Feuilles, alias Anne-Maëlle, et on se retrouve tout de suite après. Bonne écoute. Bonjour Anne-Maëlle, comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Ça va très bien, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis très très contente que tu rejoignes la famille Toss a Coin to Your Writer. Merci beaucoup à toi de me recevoir. Bon, je t'appelle Anne-Maëlle, mais je peux également t'appeler Laure des Feuilles. Et est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Alors, eh bien déjà, enchantée, si on ne se connaît pas encore. Donc moi, je m'appelle Laure Desfeuilles, j'ai 30 ans, je suis une autrice française de l'imaginaire. Et mon premier roman, La deuxième quête, est sorti au mois d'octobre donc 2023 aux éditions Les Arts Nemo. Ok, donc super récent. Ça fait... Bon, super récent, et on est en février quand même. Ça commence. Ça commence Ça à passe, faire. ça passe. Ça passe rapidement, c'est vrai. Super. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours avant l'écriture, peut-être en tant que lectrice, et qu'est-ce qui t'a amené à ta profession d'aujourd'hui d'autrice? Alors moi, de façon très peu originale, je suis une grande lectrice depuis toujours. Depuis que je sais lire, je pense, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, j'ai toujours dévoré les livres, plus quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant et ado, que maintenant que j'ai une vie d'adulte. Mais en tout cas, voilà, la lecture, ça a toujours tenu une place super importante dans ma vie, quoi. Et ben, je pense que l'envie d'écrire est venue de là, en fait. C'est vrai que quand tu découvres toutes ces histoires merveilleuses qui te font rêver, qui te font t'évader et tout, ça te donne envie d'écrire à ton tour. Et donc, j'ai commencé à écrire des petites choses quand je devais être, je pense, peut-être fin de primaire et au collège. J'écrivais un peu quand j'étais au collège. Donc moi, je suis passée un petit peu à côté de toute l'étape fanfiction et compagnie. Malheureusement, je pense que ça m'aurait bien amusé de le faire, mais j'ai pas, bon, je sais pas pourquoi, j'ai raté un peu ce coche-là, quoi. Mais voilà, j'écrivais des petites nouvelles de mon côté, des histoires et tout ça. Et puis, j'ai fait une grande pause pendant le lycée et pendant toutes mes études supérieures. Et c'est en commençant à travailler, en fait, que là, je me suis vraiment remise à l'écriture. Mais peut-être qu'on en parlera un peu plus par la suite, je ne sais pas.
Ok. Et cette pause, elle était, comment dire, voulue? C'est toi qui t'es dit, l'écriture m'intéresse plus, je préfère me concentrer plutôt sur la lecture, ou alors c'était un peu le hasard et peut-être les autres hobbies, les autres passions qui ont pris le pas? Écoute, je pense que c'était un peu le hasard. C'était pas une volonté vraiment délibérée de ma part, en tout cas, de me dire ok, c'est bon, j'arrête d'écrire. C'était plutôt que je pense que j'avais peut-être un peu envie de me concentrer sur le côté plus vie sociale euh, Mhm. et études aussi. Et c'est vrai que ça, bah, forcément, quand tu es une jeune personne, les études, ça peut prendre beaucoup, beaucoup de place, quoi. Tu as énormément de boulot, en fait. Donc ça, plus les amis, plus tout ce qui va avec l'adolescence, je pense que voilà, ma vie était peut-être bien remplie. Il n'y avait plus forcément de place pour l'écriture, quoi. Ouais, c'est compliqué. Et encore aujourd'hui, j'imagine que c'est d'autant plus compliqué, parce que l'écriture, c'est un hobby qui demande beaucoup de temps, qui peut être très lent, donc c'est difficile parfois de trouver un équilibre. Je comprends la difficulté. Je voulais également te demander par rapport, bah, comme tu as commencé jeune, à ce qui t'a inspiré un petit peu à faire ce passage entre la lecture et l'écriture. Est-ce que c'est un roman qui t'a marqué? Et même, voilà, comme tu parlais peut-être du fait de ta profession, qu'est-ce qui t'a redonné le pied à l'étrier? Alors, pour répondre à ta première question, je ne pense pas que c'est vraiment un roman en particulier qui m'ait marqué. Bon, moi, quand j'étais ado, je pense qu'on a plus ou moins le même âge. Peut-être que tu es un tout petit peu plus jeune que moi, je sais pas, mais Oui, je voilà, vais c'était avoir vraiment. 28 ans, donc on est la même génération, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, j'ai eu 30 là au mois de septembre. Mhm. Et donc voilà, quand j'étais ado, enfin jeune ado et ado, c'est vraiment les grandes sagas, style, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a eu bon, Narnia, ça c'est plus ancien, mais tous les C'était Artemis beaucoup Harry Fowl, Potter, Hunger Games. oui, c'est ça, oui, exactement. Hunger Games, c'était plus tard, j'ai découvert Oui, plus un tard peu plus moi, tard. mais enfin voilà, ce genre de choses, vraiment des sagas qui prenaient des tomes et des tomes et des tomes, donc Mhm. ça, je pense que c'est pas étranger au fait que j'ai commencé par une trilogie d'ailleurs, à mon avis. Mais voilà, donc c'était pas un roman en particulier, mais c'était vraiment une période très propice aux sagas imaginaires. Ah oui, il y a eu Twilight aussi, évidemment. Oui. Donc c'est sûr que c'était tout un environnement super foisonnant pour, au niveau de l'imaginaire, quoi. Donc c'est vrai que quand tu aimais lire à l'époque, aujourd'hui aussi évidemment, mais il y avait de quoi faire en tout cas si tu voulais découvrir plein d'univers différents, quoi. Donc je pense que c'est tout un petit mélange de tout ça qui m'a marqué. Mhm. Et ta deuxième question, oui, ce qui m'a remis le pied à l'étrier, bah, en fait, je pense que c'est vrai que quand tu arrives, je sais pas si toi tu l'as vécu aussi comme ça, mais quand tu termines un peu les études, tu commences à travailler, euh, ta vie elle peut vite devenir très routinière, en fait, Mhm. bon, surtout quand as une personnalité assez routinière comme la mienne, mais, euh, mais c'est vrai qu'en fait ça peut voilà, vite c'est très le boulot, t'as ta vie, tu vois un peu tes amis le soir, tout ça. Bon, c'est quand même. Moi, en fait, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose, qu'il manquait un peu quelque chose de ma vie, tu vois. Mhm. Peut-être que Ouais. c'est un peu dramatique comme façon de le présenter, ça l'était pas du tout, mais c'est vrai que maintenant, quand je regarde ma vie actuelle avec bah, l'écriture, bien sûr, mais aussi bah, le compte Instagram et tous les échanges qui vont avec, euh, maintenant, j'ai l'impression que ma vie, il y a, enfin, elle est entre guillemets complète, quoi. Tu vois, il y a Ouais. beaucoup de, j'ai à la fois le côté pro et le côté aussi activité créative et échange humain qui m'intéresse, quoi. Et c'est vrai Mhm. que je pense qu'au moment où j'ai commencé à écrire, enfin où j'ai recommencé à écrire, euh, le côté créatif et artistique manquait un peu, tu vois. C'était quand même très axé vie d'adulte banal, entre guillemets, même Ouais. si aucune vie n'est banale évidemment, mais je Mhm. pense que j'avais quand même envie d'y amener d'autres choses, quoi. Ouais. Ouais, ouais, je comprends parfaitement. Et puis c'est vrai que bah, on parle des réseaux sociaux, donc il y a l'aspect communauté et motivant aussi, parce que tu partages quelque chose avec des gens qui ne font pas partie forcément de ton quotidien, Mm. si c'est pas des personnes proches géographiquement, toujours. Donc Mhm. c'est vrai que ça t'ouvre une autre fenêtre sur le monde et ça peut débloquer sur plein de points créatifs, ça c'est sûr. Sûr et certain. Bah, exactement. En plus, pour le coup, il y a beaucoup de gens de notre génération qui ont bah, commencé à écrire quand ils et elles étaient ados, quoi, comme on disait, avec les Mhm. blogs, les fanfictions et tout ça.
ils avaient déjà eu l'occasion de nouer beaucoup d'échanges en ligne avec d'autres personnes qui étaient intéressées par l'écriture, la littérature et tout ça. Et Mhm. moi, vraiment peu, en fait, parce que j'avais un peu ce truc de, tu sais, où tes parents ils te disent qu'il faut faire attention avec Internet Oui, oui, et oui, que je genre on va comprends. venir t'enlever. Non, je Et du coup, comprends. c'est vrai, du coup, c'est vrai que donc j'ai des amis de la vie hors ligne et hors page, on va dire, qui sont vraiment fantastiques et formidables et qui achètent mes livres, donc je les aime beaucoup, c'est pas la question, mais c'est vrai que c'est super agréable d'avoir le côté communautaire où tu comprends vraiment ce que peuvent ressentir les uns les autres, quoi. Mhm. Non, oui, oui, tout à fait. Mais je me retrouve énormément dans ce que tu dis par rapport aux parents. J'en avais parlé un petit peu, il y a 2 épisodes avec Marie et Teresa, l'aspect Skyblog, justement. Moi, mes parents, c'était vraiment, tu mets pas de photo de toi, tu mets pas ton vrai nom, tu choisis un pseudo. Donc, j'ai l'impression que ça s'est un peu perdu maintenant avec les nouvelles générations bon, je vais prendre l'exemple de TikTok. J'ai l'impression d'avoir 63 ans quand je dis ça, mais tu sais qu'ils sont beaucoup plus ouverts sur... Et c'est pas vieux, 63 ans, parce que je sens qu'on va me tomber dessus. Mais c'est vrai que la nouvelle génération va être beaucoup plus ouverte sur montrer leur visage, leur vrai nom, où ils habitent, etc. Alors que nous, c'était vraiment le vieil ordi familial et t'avais un petit peu les pubs qui nous faisaient peur, même à l'école, où t'avais peur d'accepter des pseudos que tu connaissais pas sur MSN parce qu'on savait jamais qui était derrière, quoi. Et aujourd'hui, ça s'est un peu perdu. Oui, oui, non, mais clairement. Après, je pense que ça dépend vraiment des parents, quoi. Quand j'étais fait un salon là, avec ma maison d'édition, on rencontrait une dame qui avait acheté du coup mon roman pour sa fille ado, quoi. Et donc, on lui demandait si la jeune fille était sur les réseaux sociaux pour éventuellement s'abonner à mon compte, s'abonner à celui de la maison d'édition et tout ça. Et du coup, sa mère disait que non, qu'elle n'avait pas encore le Ok. droit. Et je pense qu'elle avait peut-être 15 ans, cette personne. Ok, Du ouais. coup, je pense Mhm. qu'il y a vraiment des parents qui sont éveillés maintenant aux dangers, enfin, à tous les dangers qui peuvent aller de pair avec les réseaux et tout ça, et d'autres Mhm. qui, à mon avis, soit connaissent pas, soit s'intéressent pas, et du coup, laissent vraiment leurs enfants libres, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que moi, pour le coup, ma mère, elle s'intéresse pas mal à tout ce qui est Internet, tout ça, enfin, ça l'intéressait bien, quoi. Donc je pense qu'elle a vraiment ce truc de, oh non, ma fille va se faire enlever par quelqu'un qui leur a donné rendez-vous. C'est trop ça, à la sortie de l'école. Non, je comprends parfaitement. Ok, d'accord. Bah écoute, je voudrais revenir sur ton pseudo, Lord des Feuilles, qui au début je prononçais mal avant de lire tes petits highlights sur Insta. Je prononçais Lord Comme tout le comme monde, un t'inquiète lord pas. en Écosse, tu vois, ou en Angleterre d'ailleurs. Et bah, pourquoi ce pseudo? Et pourquoi un pseudo aussi? Parce que je parle souvent de noms de plumes, donc des noms composés, qui peut être avec un vrai prénom ou autre. Mais un pseudo complet pour signer un roman, c'est rare. On le voit sur les réseaux, mais pas forcément sur une couverture. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu une histoire autour de ça? Oui, bien sûr. Alors, déjà, donc lors des feuilles, tout simplement, je cherchais un pseudo à utiliser pour Instagram. En fait, j'avais pas super envie d'utiliser le format prénom, nom de famille, autrice. Je sais pas trop pourquoi, mais je sais pas, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus fantaisiste, on va dire. Mhm. Donc voilà, chercher un truc un peu en rapport avec la lecture, l'écriture. Et j'ai pensé à un souvenir d'enfance en fait où je regardais la fenêtre de ma cuisine un arbre et quand il était ensoleillé en fait, je savais qu'il faisait beau dehors, qu'il allait faire beau quoi. Et, euh, Mhm. et donc voilà, j'ai pensé à ça, le soleil, l'or des feuilles. Donc ça me plaisait bien. Je n'avais évidemment pas anticipé tous les problèmes de prononciation qu'il y aurait par la suite, mais c'est pas grave. Il n'y a aucun souci. Et donc, et en fait, je l'ai gardé parce que quand j'ai été publiée, je commençais à avoir une petite communauté. Enfin, après, là, on est à peu près un peu plus de 1000, donc c'est pas non plus Mhm. énorme, mais c'est quand même un peu. C'est quelques personnes quoi qui me connaissent sous ce pseudo-là, et j'avais pas envie de changer en fait. Et donc j'utilise un pseudo parce que donc je suis traductrice et traductrice je suis à mon compte et en fait j'avais pas envie d'utiliser mon vrai prénom et nom de famille parce que enfin j'assume toutes mes publications évidemment c'est pas ça hein, mais c'est juste que je me dis que si des clients potentiels cherchent mon nom et mon prénom en ligne j'ai pas forcément envie de les perdre en les mettant sur un site de maison d'édition tu vois enfin Mhm. ça peut être un Mhm. peu confusant peut-être. Oui. Donc voilà. Et après, j'aurais pu effectivement prendre un nom de plume, quelque chose qui se rapproche plus du format
prénom, nom de famille. Mais en fait, j'aimais bien lors des feuilles, je m'y suis habituée. C'est mon pseudo Instagram, donc voilà. Puis comme ça se fait un peu, j'ai vu plusieurs autoristes qui utilisent ce format avec juste un seul, comment dire, un seul nom en fait. Mhm. Je me suis dit bon bah allez, allons-y. Ok, très bien. Oui, c'était pour la continuité aussi, comme tu disais, de ta communauté, quoi. Ok. Oui, c'est ça en fait. Et pour le coup, j'aurais peut-être, si je voulais quelque chose d'un peu plus classique, j'aurais peut-être dû y penser avant, mais bon, maintenant que c'est Mhm. fait, moi j'aime bien mon pseudo, donc je me dis bon. Oui. Puis je pense que ça va bien aussi avec, oui, avec ton genre actuel aussi. Hmm, On va revenir sur la cozy fantasy un peu plus tard. Et peut-être que, je sais pas, pour de la romance ou peut-être du thriller, ça aurait pu déstabiliser certains lecteurs. Mais pour hmm, le genre dans lequel tu évolues actuellement, ça se prête bien. hmm, hmm, hmm. Eh bien, je voulais continuer sur justement les univers qui t'inspirent, parce que c'est vrai que, donc voilà, en lisant ton pseudo et puis en parlant de cozy fantasy, tout de suite j'ai imaginé quelque chose comme la Terre du Milieu, tu vois, la comté, les hobbits, enfin les petites maisons un peu dans la prairie, ce genre de choses. Et en plus, si on regarde la deuxième quête au niveau de la couverture, on a un petit peu cette ambiance-là. Et donc, oui, est-ce que c'est un univers qui t'a inspiré ou enfin, est-ce qu'il y a d'autres séries, films, sagas qui t'inspirent pour ton écriture au quotidien? Écoute, je pense que le Seigneur des Anneaux a dû m'inspirer. Enfin, en tout cas, les films que j'ai vus quand j'étais jeune, c'est pas une inspiration recherchée, consciente, mais bon, je les ai quand même vus. C'est un imaginaire qui est vraiment, qui imprègne, je pense, toutes les personnes qui écrivent de la fantaisie aujourd'hui, en fait. Donc, je pense que tu peux pas dire que c'est pas une inspiration. Mmh. Euh, après, après, tu me demandais du coup les univers Oui, qui est-ce qu'il y a m'inspirent. peut-être d'autres films, sagas, musique même aussi qui t'inspirent au quotidien? Dans quoi tu puises un petit peu ton inspiration? Alors en fait, je ne pourrais pas vraiment te citer d'œuvres ou de livres ou de films précis qui m'ont inspirée. Mais en fait, moi, ce que j'aime bien, j'adore vraiment les autoristes qui arrivent à distiller une atmosphère, tu sais, particulière dans leurs œuvres, donc que ce soit niveau film ou livre, etc. Par exemple, en cinéma, je trouve que l'univers de Tim Burton a quelque chose de super caractéristique. Bon, alors ça n'a rien à voir avec la deuxième quête, hein, mais c'est C'est pour te donner sûr. une idée de. C'est pour te donner une idée un peu du type d'ambiance que j'aime bien, quoi. En livre, j'adore toutes les œuvres de Neil Gaiman aussi. Je trouve que Mmh. pareil, tu sais tout de suite que c'est lui qui a écrit et voilà, c'est Tout à fait. très caractéristique, quoi. Donc, euh, donc c'est pas vraiment des choses qui m'inspirent dans mes textes, mais c'est plutôt un- une façon de faire et un art d'écrire qui m'inspire. Tu vois, c'est quelque chose que j'aimerais bien arriver à mettre en place moi aussi à terme, où tu sais, on t'arrives dans l'atmosphère et tu sais tout de suite que c'est moi qui l'ai créé, quoi. Ouais. Mmh. Ok, d'accord. Alors, je voulais te poser la question que peut-être beaucoup d'auditeurs vont se poser, c'est qu'est-ce que c'est la cozy fantasy finalement? Parce qu'on pourrait traduire ça par la fantasy réconfortante, la fantasy douce. Je connaissais le cozy mystery, qui était un petit peu, voilà, les thrillers plus ou moins doux, les enquêtes un Oui. peu marrantes comme on peut voir fleurir, mais pas la fantasy cozy, donc. Qu'est-ce qui la sépare un peu de la fantasy traditionnelle? Alors en fait, la cozy fantasy, donc déjà c'est un sous-genre qui est assez récent. Enfin, Mhm. évidemment, il y avait des œuvres qui existaient déjà et qui relevaient de ce sous-genre, mais c'est juste que personne n'avait pensé à les appeler comme ça, quoi. Mhm. Euh, et donc, bah, si tu veux, la cozy fantasy, c'est la fantasy au début du Seigneur des Anneaux, quand Mhm. Bilbon est en train de fêter son anniversaire, quoi. Tu vois. Mhm. Mhm. Du coup, c'est une fantasy qui va avoir des enjeux un peu moins élevés que par exemple en heroic fantasy ou en dark Ouais. fantasy ou ce genre de choses. Mhm. Euh, donc avec une atmosphère plus douce et voilà, les enjeux vont être davantage à hauteur humaine et axés sur soit l'évolution des personnages ou les relations entre les personnages. Ça va être moins voilà, des grandes quêtes épiques où c'est le sort du monde entier et la lutte du bien contre le Mhm. mal qui est en jeu. C'est plutôt voilà, quelque chose de, ouais, qui se passe à hauteur humaine et qui Mhm. est très axé sur tout ce qui est tout ce qui se passe au niveau des personnages, quoi. Et souvent, Mhm. c'est assez aussi
chaleureux et réconfortant, quoi. J'imagine qu'il pourrait y avoir de la cozy fantasy super déprimante, mais en tout cas, l'ambiance, enfin, dans les titres qui sont déjà publiés, l'ambiance qui se dégage, voilà, c'est plutôt quelque chose d'agréable, de doux, de lumineux, comme une petite après-midi où tu lis sous la couette. Mmh. Ouais, donc quelque chose qui se veut un petit peu plus léger, c'est des échelles différentes. Donc tu pourrais quand même avoir, par exemple, des dragons ou autres, mais pas des grandes batailles, entre, 2 immenses, royaumes avec, 36 armées, si j'ai bien compris. Oui, voilà, c'est ça. Oui, tu pourras tout à fait avoir des dragons et avoir toutes les créatures qui te plaisent, et même tous les univers, tous les types d'univers enfin, qui te branchent en fait, hein. Mmh. C'est pas du tout, c'est pas fermé quoi comme catégorie, mais c'est vrai que si après tu vas avoir des pages et des pages de description de batailles avec des enjeux de lutte de pouvoir dans les royaumes et tout, ça se rattachera plutôt à un autre genre de la fantasy. D'accord, OK, très bien. Et bien, bah, est-ce que tu pourrais nous présenter ton roman, donc la deuxième quête qui est, éditée aux éditions Les Arts des Mots, vu qu'on est, dans le vif du sujet? Mais oui, allons-y. Donc la deuxième quête, c'est le premier tome d'une trilogie. Donc le titre de la trilogie, c'est Les douces et joyeuses chroniques des secondes. Mais bon, on en parle surtout sous le nom du premier tome, à savoir la deuxième quête. Et donc la deuxième quête, ça raconte l'histoire d'une jeune femme, Emma, qui habite donc tranquillement dans son petit village. Elle est fiancée à un jeune homme qui est le héros d'une guerre qu'a subi le royaume un an auparavant. Et donc elle attend son mariage euh, avec impatience. Et le seul souci, c'est que son fiancé reçoit un message du roi qui lui demande de repartir en mission en fait. Et au lieu de proposer à Emma de l'accompagner comme elle l'attendait et l'espérait, son fiancé, qui s'appelle donc Almaric, se barre et lui laisse une lettre en plus pour lui dire ah bah désolé, je pars en mission, je reviens bientôt, t'inquiète pas, bisous quoi. Très Emma sympa. donc très, très sympa, on adore. Emma n'est donc pas très contente et elle décide en fait de se lancer à son tour dans sa propre quête, d'où la deuxième quête qui est le titre du roman. Et Mmh. donc elle prend son baluchon, elle rassemble toutes ses petites affaires et donc elle part dans sa propre quête. Au départ pour récupérer son fiancé et le convaincre de la prendre avec elle dans son aventure, de la prendre avec lui pardon dans son aventure. Et puis après il va lui arriver plein de choses, elle va faire de nouvelles rencontres, elle va découvrir des choses sur son royaume, sur elle-même, qui font qu'elle va peut-être changer un peu d'objectif, mais j'en dis pas plus pour ne pas spoiler. D'accord, très bien. Donc oui, il y a vraiment quand même ce voyage, bah, presque initiatique, et découverte de soi, sans, comme tu disais, que le monde s'écroule. Enfin, il y a son monde peut-être qui s'écroule effectivement parce qu'il y a son fiancé qui part, en mission sans elle, mais c'est pas tout ton univers qui tourne autour de cette quête et donc il y a cette découverte, de soi. OK, très bien. Là, j'ai envie de partir en en aventure du coup, ça me donne envie. Oui, voilà, c'est ça. À savoir que pour une cozy fantasy, enfin, je sais pas si tu connais un peu des références dans ce Absolument sous-genre. pas. Donc si tu as des recommandations, dis-moi, dis-nous, je suis preneuse. Bah écoute, donc c'est surtout des titres qui sont anglophones pour l'instant. Mmh Je mh. pense que ça va arriver sur le marché francophone, mais voilà, ça prend son temps. Euh, à part mon livre, bien sûr. Mais en tout cas, le gros titre vraiment en cozy fantasy, c'est Légende élatée, d'un auteur Mmh. qui s'appelle Travis Baldree, je crois. Et donc en fait, là, c'est sur une orque qui prend sa retraite de mercenaire et qui va ouvrir un café, en fait. OK, d'accord, Donc, j'adore. voilà, c'est vraiment enjeu hyper faible, comme on a dit, évolution de l'héroïne qui suit son petit rêve personnel. Donc ça, c'est vraiment la référence en cozy fantasy, en fait. Mmh. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la deuxième quête, du coup, les enjeux sont quand même un chouille plus élevés que ça, quoi. Donc, euh, on a une trajectoire de l'héroïne qui est personnelle, mais auxquels vont quand même se mêler peut-être des enjeux un peu plus vastes. Donc voilà. Encore une fois, je ne spoile pas, mais Oui. OK. C'est vrai que, tu vois, comme tu parles de cette référence, donc par rapport à une marque, bon, tu me dis, si je me trompe, mais ça me fait penser un petit peu si, dans les jeux de rôle de type Donjons et Dragons, on s'intéressait non pas aux personnages que nous, on va jouer, mais plutôt aux NPC ou PNJ, donc les personnages non joueurs qu'on rencontre, à qui on va parler, mais on connaît pas trop leur histoire et là, c'est un petit peu, bah, voilà, bah, ton tavernier, ça peut être un elfe et tu suis, son quotidien, quoi.
Donc oui, je comprends parfaitement le côté cosy, ça fait sens. Ouais, bah, c'est exactement ça en fait, et en fait, c'est vraiment l'idée de départ, de la deuxième quête. C'est qu'au départ, Emma, mon héroïne, c'est vraiment enfin, dans une fantasy narrée d'un point de vue classique, on va dire, elle, c'est vraiment une PNJ quoi, tu vois? C'est son fiancé Almaric qui est le héros. Lui, c'est vraiment, en mode élu, il y a une prophétie, il y a une quête, il y a une bataille, tout ça, et elle, elle aurait vraiment été, la fille, tu la vois, 3 pages au début, 3 pages à la fin, ils se marient, voilà quoi, c'est un peu, la fin de l'histoire, quoi. Mais là, ce que j'avais envie de faire avec ce livre, c'est bah, justement de faire passer ma petite PNJ lui donner un rôle de personnage principal et de voir un peu bah, justement comment elle se dépatouille une fois que le héros n'est plus dans l'équation. Ok, d'accord, très bien. Et comment ça s'est passé au niveau du world building, donc la construction de ton univers? Parce que c'est vrai que dans tout type de fantasy, ça m'a l'air tellement monstre, tellement compliqué d'avoir voilà, un univers, enfin, une terre, une planète, peu importe, complètement différente de la nôtre, avec bah, parfois des créatures magiques aussi. Écoute, je t'avoue que le world building, c'est pas ma spécialité ni ce que je préfère faire. Donc en fait, moi, si tu veux, tu vas voir toutes mes histoires, elles vont vraiment être très axées sur les personnages. Donc évidemment, il y a un univers de fantasy, un royaume avec des royaumes qui sont ennemis, de la magie et tout ça, mais en fait, moi, je construis davantage le world building pour servir mon intrigue et mes personnages plutôt Mhm. que l'inverse. Je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment l'inverse. Ils ont une idée forte de world building et toute leur intrigue se développe peut-être à partir de ça ou autour de ça. Moi, c'est vraiment, on part d'abord des personnes et de ce qui doit leur arriver. Et après, je construis un peu mon monde et l'univers du récit autour, en fait. D'accord. Et donc après, en faisant ça, parfois j'ai des idées qui me plaisent et donc je vais me dire, ah bah super, ce point, ça va être intéressant de le développer dans le world building et du coup, bah, je construis quelque chose autour en fait. Mais c'est vrai que moi, ça va vraiment partir des personnages et je m'appuie sur les personnages et sur les objectifs qu'ils poursuivent pour après bâtir le monde autour. Donc je sais pas si c'est super orthodoxe, je pense que je suis pas la meilleure personne à qui demander pour construire un world building de fantasy. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai bah, qu'il y a autant de romans que d'écrivains et c'est cool de voir qu'on a tous des façons de faire différentes dans notre façon de construire nos personnages, construire nos univers. Donc ouais, enfin, c'est juste une autre prise de vue, quoi. Et je vois très bien de quelle manière, un peu en toile d'araignée, tu vois, comme si tu brodais autour. Enfin, je sais pas si je fais une métaphore un petit peu couture, mais moi, en tout cas, quand tu me Non, parles, non, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Enfin, tu sais, c'est un peu comme si tu as ton personnage qui avance et en fait, le monde, comment dire, il se colorise autour, quoi. Tu vois, il se c'est ça, construit, ouais. il se met en couleur autour du personnage. Mhm. Ok. Et donc, bah, la deuxième quête a eu, alors je sais pas si je peux dire plusieurs vies, mais a eu un cheminement parce que tu as fait une partie sur Wattpad. Donc, est-ce que tu as publié d'abord sur Wattpad ou tu l'avais écrit, puis ensuite tu as publié une partie, puis tu l'as proposé en maison d'édition? Quel a été un petit peu son parcours jusqu'aux librairies? Alors, c'est vrai que le roman a eu un parcours assez long. On Mhm. peut dire ça comme ça fait un petit moment que je suis dessus. Bon, forcément, premier roman, tu tâtonnes un peu plus que dans tes œuvres suivantes, normalement. Ce que j'avais fait, c'est donc j'avais terminé le livre, j'avais fait une première salve d'envoi à des maisons d'édition, qui n'a évidemment rien donné, puisque vu l'état du texte quand je l'ai envoyé, c'était bon. L'histoire originale était là, hein, mais bon, niveau forme, voilà, il y avait de quoi travailler encore un petit peu. Quand tu débutes et que tu envoies, tu vas toujours un peu la fleur au fusil en te disant mais c'est vraiment super, il est abouti mon texte, et en fait, pas tant que ça. Mais bon, comme je savais déjà, j'en savais moins que ce que je sais maintenant, mais je savais déjà que bah, c'était très très difficile d'obtenir un oui d'une maison d'édition, quoi. Je m'étais dit, bon, bah écoute, tu l'envoies, tu attends, et si ça donne rien, tu le mettras sur Wattpad et tu crées un compte Instagram dans la foulée pour en faire la promotion, en fait. Donc, bah, c'est exactement ce que j'ai fait. Après tous mes envois n'ayant rien donné, je me suis dit, bon, bah, ok, on passe au plan B. Donc,
je me suis dit que j'allais publier sur Wattpad, donc en feuilleton, avec un ou deux chapitres toutes les semaines, quoi. Et en parallèle, créer le compte pour commencer à parler un peu du livre et trouver des lecteurs et lectrices potentiels. Et, euh, et donc, c'est ce qu'il a fait. Euh, donc je l'ai mis sur Wattpad, je l'ai publié en feuilleton, comme je t'ai dit. La publication s'est terminée. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ça commence à faire un petit moment, hein, il faut dire. Je pense que je l'avais déjà réécrit au fur et à mesure en le mettant sur Wattpad. Je pense que je suis encore repassée dessus pour le retravailler. J'ai fait une autre salve d'envoi, me semble-t-il, Mhm. qui n'a rien donné non plus. Mais là, j'ai eu un refus détaillé. Ah non, pardon. J'ai eu un oui d'une petite maison, mais moi j'ai refusé parce qu'en fait les conditions ne me convenaient pas. Ouais. J'ai eu un refus détaillé aussi d'une autre petite maison qui m'a vraiment paru très intéressante. Enfin, je trouve que déjà quand tu arrives à l'étape des refus détaillés, tu dis ok, je pense que je commence à voir un peu le bout du tunnel, quoi. Même si c'est toujours pas ça, ou ça correspond pas à leur ligne édito ou je sais pas quoi, mais au moins Oui, ça tu aide. sens que tu avances, quoi. C'est formateur. Exactement. Et puis voilà. Et donc en parallèle, j'ai commencé à écrire aussi le tome 2 et après le tome 3. Parce que forcément, quand tu soumets, il y avait ça aussi. Bon, évidemment, le texte que j'ai soumis au départ n'était pas abouti, mais c'est vrai que quand tu pars sur une trilogie et qu'en plus tu soumets un tome 1 et que les deux autres ne sont pas écrits, c'est quand même pas, ça joue pas non plus en ta faveur, quoi, Ouais. auprès des maisons d'édition. Et donc voilà, donc il a fait sa vie sur Wattpad. À côté de ça, j'ai développé un peu le compte Instagram. J'ai commencé à gagner des lectrices et tout ça, donc j'étais vraiment contente, avoir des premiers retours et tout. Voir que les gens aimaient et avaient envie de savoir la suite, bah forcément, ça te booste aussi, quoi. Tu te dis, ok, bon, peut-être que j'ai pas encore trouvé la ME à mon pied, quoi, mais au moins il y a des gens qui aiment et je pense qu'il a du potentiel, quoi. Et puis finalement, une amie autrice mon amie Cécilia m'a mis en contact avec sa maison d'édition Les Arts des Mots, à qui le texte a plu. Et voilà, et puis on l'a publié. Ok, d'accord. Bah, tu vois, c'est super intéressant et ça rappelle pour peut-être les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas encore de livre publié, mais dont c'est le rêve, que bah, c'est un cheminement très long, l'édition, et que bah, surtout pour un premier roman, c'est parfois un petit peu compliqué et qu'il faut faire un premier envoi, enfin en tout cas plusieurs envois, mais un premier batch et peut-être un deuxième, peut-être un troisième, et que des fois, il y a des non, des fois, il y a des non, mais des fois, il y a des oui, mais ça ne nous va pas. Et que c'est pas parce qu'on a un oui qu'il faut automatiquement dire OK par rapport aux conditions. Et que c'est. Voilà, comme on disait, c'est formateur, mais il faut s'accrocher. Ah oui, non, mais ça c'est sûr que. Après, bien sûr, tu as des success stories avec des gens qui. Ça va être leur premier roman et les personnes sont vraiment super jeunes et on va leur dire oui tout de suite. Ça va être une immense maison et il va y avoir une promo enfin, super importante autour du bouquin et c'est génial. Mais c'est vrai que je pense que c'est vraiment pas. C'est plutôt l'exception que la règle, quoi. Et Tout souvent, à c'est fait. vraiment. Puis en plus, tu commences à écrire, tu connais pas grand chose, quoi. Enfin, tu vois, tu sais pas comment ça marche forcément le monde de l'édition. Tu te dis que si on te refuse, c'est parce que ton texte il est pas au niveau, mais alors qu'en fait, ça se trouve, il y a tellement de critères. Bon, peut-être qu'il est vraiment pas au niveau, comme le mien quand je l'ai envoyé au début, mais il y a tellement de critères, honnêtement, Plein de qui entrent facteurs. en jeu que. Alors, si tu veux, si tu es OK pour en parler, pour quelle raison, par exemple, tu avais refusé le premier contrat, le premier oui qu'on t'a proposé? En fait, j'avais demandé quelle serait l'étendue du travail édito sur le texte et il m'avait dit que vraiment il n'y en aurait pas beaucoup en fait et Ok. donc ça me convenait pas forcément parce que autant au niveau de la rémunération qu'ils proposaient, c'était vraiment honnête et je pense qu'il y a vraiment pas du tout de mauvaises intentions de leur part parce qu'il y a aussi tellement de maisons d'édition enfin maisons d'édition, je mets des guillemets virtuels, qui essaient de te faire payer je sais pas quoi ou qui te donnent des droits d'auteur ridicules, enfin bon bref, qui ne sont pas qui ont vraiment des mauvaises intentions, quoi. Là, il n'y a vraiment aucune mauvaise intention et je pense qu'il y a des gens qui vont être ravis de publier dans cette maison. Mais c'est juste que moi, je me dis, quitte à le publier, enfin, quitte à se faire publier par une maison d'édition, autant qu'il y ait un vrai travail édito dessus, en fait. Moi, j'ai envie de progresser, j'ai envie de m'améliorer. Si c'est juste pour le balancer et céder mes droits dessus et avoir une couverture qui ne me plaît pas forcément, et en plus, il n'y a pas de travail édito ou quasiment pas, pour moi, ça n'avait pas d'intérêt, en fait. Tout à fait, ouais. Mhm. Mais c'est bien déjà que tu aies eu ce recul parce que. Bon, après, peut-être qu'il y a une partie de l'âge, je sais pas. Mais
Parfois, pour un premier contrat, moi j'ai été très chanceuse, donc c'était pas ce cas-là, mais je connais des gens qui ont eu beaucoup de désillusions parce qu'ils veulent tellement être publiés, et je comprends que ça soit un rêve, qu'ils vont accepter des conditions ou qu'ils vont se retrouver un petit peu piégés d'un contrat qui peut être abusif ou qui ne leur ressemble pas. Donc le fait que tu t'es dit, bon bah c'est cool d'avoir un oui, mais ça me correspond pas, je préfère continuer ailleurs, c'est bien. Bah, oui, comme tu dis, je sais pas si c'est tellement une question d'âge que d'expérience, entre guillemets, même si j'ai pas l'expérience la plus incroyable du monde de l'édition, mais j'étais déjà sur Booksta depuis un moment. Je voyais, enfin, tu sais, tu écoutes des podcasts d'écriture, tu entends les gens raconter leurs mauvaises expériences, tu réfléchis aussi, quelles sont les conditions que je veux pour mon livre, en fait, parce que parfois, quand tu es aspirant, enfin, quand tu es auteuriste et que tu aspires à être publié, tu as l'impression qu'en fait, la dernière étape, genre le Saint Graal, c'est avoir le oui d'une ME pour publier, quoi. Mais en fait, c'est vraiment, bon, c'est une étape super importante et c'est génial, mais t'es limite au début de ton chemin, en fait. Parce qu'après, il faut vendre, faut retravailler le texte, déjà, normalement, avec des corrections édito. Faut en faire la promo, parce que maintenant, même dans les grosses ME, c'est quand même beaucoup attendu de l'auteuriste qu'elle fasse sa propre promotion. C'est vrai. Faut le vendre, faut aller en salon, faut aller en dédicace, faut tout ça, faut continuer à maintenir une hype si t'as pas envie que ton livre soit oublié au bout de 3 mois. Et en fait, faut être, tu t'embarques bah, limite dans une quête en fait. Et là, t'es content d'avoir des bons compagnons et compagnes de voyage pour marcher avec toi sur le chemin de l'édition parce que sinon, ça peut être vraiment très, bah, ça peut virer au cauchemar en fait. C'est comme c'est arrivé à beaucoup d'autoristes quoi. Malheureusement, ouais. Ouais, ouais, c'est pour ça que c'est important l'aspect communauté, d'être entouré, de poser des questions, parce on connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a été édité dans telle maison, donc n'hésitez pas à poser des questions sur un contrat ou une clause ou ce genre de choses, parce que ça peut vous sauver et tout dépend de la... Malheureusement, désillusion, parfois c'est compliqué de reprendre ses droits sur un contrat, donc le but c'est pas non plus de léguer son roman et de plus pouvoir rien en faire. Donc voilà, aujourd'hui il y a plein Bah, de possibilités. ouais, oui, et je voudrais aussi dire que c'est pas la taille de la maison qui compte, parce que tu peux, en fait, ça dépend vraiment de quelles sont tes ambitions pour ton livre. Parce que par exemple, bah, Les Arts des mots, la maison d'édition qui édite mon livre est pour l'instant encore une petite maison d'édition. Mais c'est pas tellement ça l'important en fait, c'est que pour la deuxième quête, c'était un projet un peu, comment dire, hybride. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais toute la hype, on va dire, autour de la cozy fantasy, elle est arrivée un peu, enfin, c'est vraiment très récent en fait. Et avant que je puisse parler de ça, que je puisse parler de cozy fantasy, en fait, c'était juste de la fantasy adulte, mais trop soft pour être catégorisée. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'était un peu un projet hybride, quoi. Et je savais que ce serait sans doute avec une petite maison que je trouverais mon bonheur pour ce projet, parce que souvent elles sont plus, comment dire, plus enclines à prendre des risques et à laisser leur chance aussi aux jeunes autoristes. Enfin, Oui, pour un projet niche, quoi. Mhm. c'est ça, exactement. Et en fait, et donc je suis allée avec mes éditoristes parce que je le sentais et que on a vraiment discuté et qu'elles ont répondu à toutes mes questions et tout ça. Mais peut-être que pour quelqu'un dont le rêve, ça aurait été de se faire publier par Hachette, ça n'aurait pas convenu en fait. C'est sûr. Ou, et peut-être que la maison à qui moi j'ai dit non, ça se trouve elle est parfaite pour une autre auteuriste quoi. Donc en fait, je pense qu'il faut vraiment se demander quelles sont toi tes propres aspirations et de quoi tu rêves pour ce texte. Et ça peut vraiment varier d'un texte à l'autre en fait. Euh, et pas seulement, ok, penser au prestige et à ce que vont dire les voisins quoi. Ouais, 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 tout à fait. Oui, et puis comme tu dis, il y a tellement de facteurs. Peut-être qu'on t'a dit non à ton roman bon, bah, il y a un peu plus d'un an quand tu as fait tes premières soumissions. Bon, tu as signé, donc là c'est acté, mais peut-être que si tu avais réessayé aujourd'hui, enfin, cette année, comme la Cozy Fantasy est un petit peu plus connue, tu aurais eu des réponses différentes, ou peut-être toujours des noms mais détaillés. Enfin, on peut remuer ça et tourner ça dans tous les sens. Je pense qu'il faut pas se torturer. Forcément, on est déçu quand on a un non, mais parfois il y a une raison et c'est juste que bah voilà, tu devais trouver une autre maison et te sentir bah, à la maison avec celle-ci. Donc il faut le trouver chaussure à son pied. Et c'est pas facile puisqu'il y a beaucoup de maisons. Et oui.
Alors, avant de continuer, je voulais faire un petit peu ma fameuse, je dis ça comme si c'était connu de manière planétaire, mais ma petite interview Inception, comme j'aime bien l'appeler, qui en ce moment est une interview catastrophe. Donc, c'est une interview dans l'interview où je vais te poser deux petites questions catastrophes pour savoir ce que tu ferais dans cette situation. Donc, acceptes-tu cette petite torture? Avec plaisir. Très bien. Alors, c'est complètement à l'opposé du coup du sujet d'aujourd'hui et de ta cosy fantasy, mais alors, la première situation. Un ouragan d'une intensité sans précédent dévaste ta région et laisse derrière elle, ou derrière lui d'ailleurs, c'est un ouragan, un paysage de destruction totale. Tu dois vivre sous l'eau à présent. Donc, à quoi ressemble ton quotidien? Je dois vivre sous l'eau, Ouais. entièrement sous l'eau, ou tu veux dire que c'est À, inondé? à toi de me dire. J'ai juste marqué sous l'eau, donc tu peux utiliser ton imagination, à toi de me dire. Bah écoute, hmm, si c'est après un ouragan et qu'on est tous sous l'eau, je pense qu'on est juste décédés en fait. C'est possible, mais après, si on est en fantaisie, il y a peut-être d'autres manières. Ah, après, si on est en fantasy, là tu peux carrément imaginer tout un système de ville sous-marine, ou alors non, pas tellement sous-marine en fait, un peu sur pilotis, tu sais. Je me demande si on va pas y venir d'ailleurs au bout d'un moment avec la montée des océans et tout ça, C'est euh, possible. des, des constructions sur pilotis où en fait, je sais pas, plus tu es haut, enfin plus tu es haut placé dans la société, plus tu es haut en fait, et tu as accès, je sais pas, à des super rooftops et tout ça. Et en fait, moins tu as d'argent, plus tu es bas et tu es en contact avec, avec l'eau, en fait, avec potentiellement des créatures marines dangereuses qui rôdent. Et les gens, faut qu'ils fassent de la plongée pour aller réparer les fondations des bâtiments sous l'eau qui sont rongés par la corrosion et tout. De ouf. Bah là, je crois qu'on a livré aux auditeurs la dystopie parfaite. Euh, pour voilà, s'il y a un souci dans l'avenir, qu'est-ce qu'on pourra faire? Mais non, c'est une excellente idée. Ok, très bien. Euh, la deuxième situation, c'est une invasion extraterrestre, donc qui se produit soudainement. Comment tu te sors de cette attaque intergalactique? Euh, alors, est-ce qu'on est sûr qu'ils nous attaquent déjà? Est-ce qu'ils n'arrivent pas Ah, je sais pour pas. nous rendre visite? Tu sais, dans les films, on voit souvent ça comme des attaques, mais peut-être qu'ils ont juste envie de faire du tourisme, hein. On sait pas. Écoute, ça dépend. Après, s'ils viennent juste faire du tourisme, peut-être que, je sais pas moi, un guide pour extraterrestres, ça pourrait être un métier d'avenir, hein. Franchement, grave. Surtout dans la traduction, je pense qu'il y a quelque chose à faire. C'est ça, exactement. Il y a des trucs à faire. Bon, après, si vraiment ils nous attaquent, je pense que bah, le seul moyen, c'est de choper des armes et te défendre, quoi, tu vois. Moi, je me dis toujours que s'il y avait une invasion de zombies, j'aimerais bien avoir genre un lance-flamme ou un truc comme ça, parce que tu sais, c'est une arme, c'est une arme que tu peux utiliser un peu à distance. C'est une très très bonne idée. Je sais pas où tu le trouverais, à part le peut-être fabriquer toi-même, mais je pense que c'est plus utile qu'un fusil ou qu'un poignard, parce que sinon t'es obligé d'être au corps à corps, quoi. Donc un lance-flamme, Bah, c'est ça. c'est la bonne idée. Donc, soit guide, soit guerrière avec un lance-flamme en fonction des intentions. Les deux salles, deux ambiances, parfait opposé. Mais c'est validé. Écoute, torture terminée, on peut revenir à l'interview principale. Et bah écoute, on va revenir du côté cosy parce que bah tu écris de la cosy fantasy, mais tu te présentes également comme autrice cosy sur les réseaux sociaux, etc. Donc en quoi ça consiste? Est-ce que c'est quoi être auteur cosy? Est-ce que je peux rejoindre le club ou pas? Et bien, écoute, évidemment, le club des auteurs et autrices cosy est ouvert à tous et toutes. Non, en fait, je parlais d'autrice cosy parce que on entend souvent les gens, enfin régulièrement en tout cas, se décrire comme auteurice sadique. C'est des gens qui adorent torturer leurs personnages et leur faire vivre 12 milliards de péripéties, tout ça. Et moi, c'est vrai que j'ai un petit faible pour mes personnages. Je déteste les faire souffrir. Je comprends. Donc, évidemment, ils vont quand même vivre des choses parce que sinon, c'est juste des personnes en train de boire du thé et manger des gâteaux pendant 300 pages, quoi. Mais j'avoue que j'ai vraiment tendance à privilégier les fins heureuses et
voilà quoi, la communication entre les personnages, ce genre de choses quoi. Si l'univers peut être, enfin, s'il peut y avoir de l'adversité dans l'univers, j'aime bien que mes personnages en tout cas soient soudés entre eux et pas isolés et que ils soient pas dans le désespoir le plus total. Voilà, c'est ça que je décris comme autrice cosy. Ok, d'accord, très bien. Bon, va falloir que je rende mon badge du club sadique avant, mais j'essaierai d'aller toquer à votre club, et voir si je peux faire le transfert ou pas. Et donc, bah, pour revenir sur ta profession, parce que tu es traductrice, je voulais savoir comment ça a influencé, ou peut-être te bloqué d'ailleurs, dans ta casquette d'autrice et comment tu t'organisais un petit peu au quotidien, parce que bah, c'est quand même aussi très littéraire. Et peut-être est-ce que justement parfois ça t'embrouille. Écoute, je pense pas que ça m'embrouille. Le côté positif avec, enfin, qui va te faire avec le fait d'être traductrice, c'est que tu es quand même censé avoir une très bonne maîtrise de l'orthographe, la grammaire, tout ça. Donc ça, forcément, c'est un point positif bah, quand tu écris aussi, quoi. Euh, et sachant qu'en plus, on est souvent assez sensible aux anglicismes quand on fait de la traduction, et on évite d'en mettre du coup dans nos écrits, normalement. Après, ce qui peut être plus négatif, c'est que c'est quand même, bah, t'es toujours devant l'ordinateur, quoi. Donc, c'est vrai que si ton métier, euh, enfin, ce qui te permet de gagner de l'argent en tout cas, c'est d'être en train de taper devant ton ordi et que ton hobby slash métier qui ne gagne pas beaucoup d'argent, c'est aussi d'être devant l'ordi en train de taper, ça fait, voilà, t'es beaucoup les fesses sur ta chaise de bureau, quoi. Je comprends, c'est mon quotidien. J'ai l'impression de passer 12 heures par jour sur mon ordi. Donc voilà, c'est ça en fait. Après, je pense qu'il faut vraiment se faire violence. C'est un peu un rythme à trouver quand on se dit ok, là tu arrêtes. Parce qu'en plus, c'est tentant quoi. Tu bosses, après tu as envie d'enchaîner sur, enfin, d'écrire un peu. Là, je suis en plein premier jet donc, de mon troisième tome, donc j'ai vraiment envie d'y aller à fond quoi. Donc c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment se dire ok, sors de chez toi ou fais un peu de sport, de yoga ou quoi, tu vois. Lâche l'ordinateur parce que sinon tu vas vraiment être enfin, même pour le corps, c'est pas idéal quoi d'être vraiment tout le temps statique comme ça. Donc, je pense que ce serait là le côté négatif. Mais bon, c'est vraiment un côté négatif. C'est pas dramatique quoi. Enfin, tu vois, moi en plus, je suis à mon compte, donc je peux aménager mon emploi du temps. C'est vraiment, c'est super pratique. Mhm. Est-ce que tu es donc traductrice littéraire ou est-ce que tu traduis dans différents bah, univers? Non, moi, je suis traductrice pragmatique, donc je travaille pour des organisations, des choses comme ça. Je traduis des choses qui n'ont pas de rapport avec la littérature, en fait. Ça, Ok. c'est chouette parce que c'est vrai que si tu dois vraiment traduire des livres et après écrire des livres, euh, j'ai des copines qui le font, mais là, c'est quand même très, très, très libre, quoi. Donc Mhm. là, je m'évade avec un petit rapport. Quelque chose de scientifique, après tu reviens aux orques et aux autres quêtes. Donc ouais, ça fait une différenciation quoi. Ok. Sur Insta, tu parles beaucoup aussi de, de, de ton quotidien, donc beaucoup de ton anxiété, de ton caractère introverti, que ce soit en story ou en post. Euh, Est-ce que donc ces traits, dans lesquels je me reconnais énormément, sont des freins dans ton écriture? Ou au contraire, est-ce que c'est peut-être un coup de pouce de temps à autre, dans le sens où bah, on peut rencontrer des gens qui nous ressemblent sur Internet? Euh, Bah écoute, c'est rigolo que tu me dises ça parce que j'avais pas l'impression d'en parler tant que ça. Évidemment, j'en parle voilà, de temps en temps quand je raconte ma vie et parce que c'est rigolo, j'aime bien faire des blagues là-dessus, mais c'est vrai que comme quoi c'est marrant de voir un peu l'impression qu'on peut dégager et donner aux autres en fait sur les réseaux sociaux. Sachant qu'en plus, anxiété, moi je dirais plutôt que j'ai une nature angoissée, tu vois, mais c'est pas vraiment de l'anxiété qui serait handicapante ou de la phobie sociale, des choses comme ça, tu vois. C'est plutôt une nature un peu pas très détendue, quoi. Mais est-ce que ça donne un coup de pouce? Bah écoute, je pense que le fait d'aimer passer du temps avec soi-même et de pas forcément avoir envie de, enfin, envie slash besoin de voir des gens tout le temps, je pense que c'est le cas de beaucoup d'auteuristes en fait. Forcément, si tu choisis une activité comme ça, c'est que tu aimes passer du temps en fonction de, enfin, avec des gens qui vivent dans ta tête. donc, euh, donc voilà. Mais c'est sûr que le fait de rencontrer
comme on disait tout à l'heure, de rencontrer d'autres autoristes sur Insta, ça change tout en fait. C'est vrai que même si tu as beaucoup d'atomes crochus avec les gens que tu connais par d'autres moyens, moi j'ai vraiment trouvé ça incroyable en fait en arrivant sur Instagram et en commençant à lier un peu des connaissances et des amitiés. En fait, c'est vraiment des gens qui te ressemblent en fait, qui aiment les mêmes choses que toi, qui ont les mêmes angoisses que toi, ou les mêmes sources de joie aussi que toi, les mêmes rêves. Enfin, c'est sûr que c'est tu te dis ah ok en fait je suis pas si bizarre que ça à être fatiguée et à se dire ok ah j'ai passé 4 heures à cette soirée là c'est bon enfin je vous ai bien vu les gars là mais ça suffit quoi tu vois on se reverra une prochaine fois. Soit dans 3 semaines, laissez-moi me recharger, merci bien. Ouais, je C'est ça. Et du coup c'est vrai que le fait d'être en contact avec beaucoup d'autres gens qui pensent de la même façon, ce qui n'est pas forcément le cas avec mes amis de l'extérieur. Aussi, j'ai aussi des amis extravertis. Il y a des gens très bien parmi les extravertis. Mais c'est vrai que parfois, si t'as que des extravertis, par exemple, tu peux te sentir un peu chelou aussi, quoi, en te disant, mais attends, c'est un peu bizarre. Pourquoi j'aime autant être toute seule enfin, alors qu'en fait, bah non, c'est juste ta personnalité. On est beaucoup, beaucoup à être comme ça, en fait. Ouais, ouais, ouais. Oui, et puis je pense que on est un peu un produit de ce qu'on consomme, dans le sens où on voit beaucoup dans les films, en tout cas à une certaine époque, tout ce qui était film, série, etc. Et même, tu vois, tu parles de fantasy, c'était plutôt des archétypes de personnes super extraverties. Et je sais qu'en grandissant, je me disais, moi, je suis pas comme ces personnages. Enfin, j'ai pas envie d'aller tout le temps, voilà, dans une quête avec 10 000 compagnons. Je suis après sur les nerfs, hein. Franchement, je préfère partir en quête toute seule. Donc, parfois, c'est un petit peu compliqué. Tout dépend de la pop culture qu'on ingurgite. Et, euh, Hmm. et c'est intéressant, voilà, avec, bon, l'époque Skyblog, certes, forum, etc., mais aujourd'hui, Insta et autres. Euh, de trouver d'autres gens qui nous ressemblent. Bah oui, ça qui est magique, en fait, avec Internet, je trouve, c'est que il y a vraiment énormément de travers, ça c'est sûr, mais à la fois, ça t'ouvre une telle fenêtre sur des personnes qui éventuellement, enfin, t'es vraiment qu'à une portée de clic de te faire de nouveaux amis, quoi. Donc ça, c'est vraiment génial. Moi, vraiment, j'avais pas, enfin, j'ai des amis depuis vraiment très longtemps, depuis que je suis petite et tout, donc c'était pas un manque dans ma vie, mais Mhm. là, les nouvelles personnes que j'ai rencontrées avec Instagram, c'est ouais, je sais pas, c'est vraiment particulier, quoi. C'est vraiment des gens qui vivent un peu les mêmes choses que toi, et même pour d'autres hobbies, je sais pas moi, si t'es fan d'armure médiévale, tu peux trouver en fait tout un univers d'autres fans d'armure médiévale qui sont aux quatre coins du monde et te faire de nouveaux amis et ça peut vraiment changer ta vie en fait. Donc je trouve ça incroyable. Tout à fait. Et écoute, c'est la transition parfaite sur ma prochaine question. Je me rappelle plus quel poste en détail, mais tu ouvrais un petit peu un débat que je trouve vraiment intéressant sur la création, donc l'aspect créatif à l'heure des réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est à double tranchant. Donc, quelle est ta position actuelle sur le sujet? Est-ce que tu penses que c'est plutôt positif ou alors au contraire ça peut nous brimer? Ah là là, je pense que ça mériterait limite un autre épisode de podcast, Tout à fait. voire une table ronde sur le sujet, tellement c'est intéressant. Mais franchement, c'est les deux, hein. Et je pense que ça dépend tellement du rapport, enfin de la signification que tu mets dedans et du rapport que tu peux avoir avec ça. En fait, à la fois c'est génial parce que honnêtement, moi, s'il n'y avait pas eu Instagram, si j'avais écrit la deuxième quête, je sais pas moi, avant Internet, et que, enfin, sans Instagram et sans toute la sphère de Boosta et tout, j'aurais jamais connu ma maison d'édition en fait et je me serais pas fait tous ces copains autoristes et en fait la deuxième quête je pense que ne serait pas sortie du coup Ouais. donc ça c'est génial après euh, ça va de pair avec tellement de comparaisons ça peut vraiment appuyer sur des boutons en toi qui sont pas du tout agréables tout ce qui est jalousie la comparaison Mhm. les gens qui disent des trucs horribles, qui laissent des reviews trop méchantes en taguant les autoristes, tu vois, qui vont aller se pourrir exprès leur notation. Enfin, tu vois, c'est Mhm. vraiment le pire et le meilleur des êtres humains et des aspects de la création, en fait. Donc, je pense qu'il faut savoir quand s'impliquer dans les choses et quand s'en détacher, tu vois. Enfin,
Par exemple, si tu vois que tu commences à, bah, mettons, t'es pas encore publié ou ton livre ne sont pas beaucoup ou je sais pas quoi, et tu vois que des gens qui ont des énormes succès, je pense que si tu vois que ça commence à trop t'atteindre, c'est à toi de te dire, bah en fait là je fais un pas en arrière et je me déconnecte un peu de tout ça. Euh, et, ou pareil, si tu commences à être trop... moi, parfois, j'ai tendance à être hyper hypée, tu sais, par des trucs. J'ai 12 milliards d'idées. Je me dis, OK, je vais créer tel contenu, je vais faire ça, je vais faire des TikTok, je vais faire des machins. Et tu sais, tu commences à partir en boucle. Le soir, avant de dormir, là, il est minuit, tu t'aides dans 6 heures. T'es là, mais attends, je vais faire un TikTok sur ce truc, ça va être trop bien. Donc là, pareil, tu vois, c'est plutôt enthousiasmant, mais ça peut être un peu survoltant, quoi. Donc en fait, je pense que c'est à toi de savoir quand prendre du recul, mais c'est vraiment pas évident. Déjà pour des jeunes personnes, je pense que c'est pas évident. Même pour Ouais. des personnes plus âgées, c'est pas évident. Donc, pour résumer, c'est pas évident. Oui, d'accord, très bien. Et ça sera donc notre mot de la fin, ce n'est pas évident. Merci beaucoup. Non, mais je comprends parfaitement ton point de vue. Et puis, comme tu dis, on pourrait faire un épisode de 2 heures sur le sujet. Donc, c'était juste pour une petite ouverture. Mais pour presque clore donc l'épisode, je voulais également parler de ta newsletter qui s'appelle Bruissement de feuilles. Parce que c'est vrai que c'est un autre médium, et média même, qui fleurit un petit peu chez les auteurs. Et je voulais savoir pourquoi ce titre déjà. Et qu'est-ce que tu partages dedans? Alors le titre, bah écoute, j'étais partie dans l'univers des feuilles, des plantes, de la nature, donc je me suis dit, allez, partons là-dessus, c'est sympa, j'aime bien, c'est joli. Euh, Ce que je partage dedans, c'est beaucoup de choses en fait, c'est un peu les coulisses, mes actualités, si actualité il y a, des réflexions sur l'écriture, la créativité. Elle est un peu en pause actuellement, Mhm. parce que j'ai pas pris le temps de l'alimenter tout simplement. Et en plus que j'ai vu qu'il y avait un truc avec la plateforme qui me permet de l'envoyer où il faut avoir un nom de domaine ou je sais pas quoi. J'ai vu le mail et j'ai fermé le mail. Je me suis dit oh non, ça a l'air compliqué. T'es sur MailerLite? Oui, Ouais. Et c'est que t'as pas de site internet pour l'instant? Ou si? non, c'est ça. Non, Ok, non, j'en ai ouais. pas. Ça va coincer pour l'instant, mais on en reparlera en off si tu veux. C'est encore les difficultés des écrivains. Et oui, c'est ça. Donc, dans ce cas-là, est-ce que je me lance sur un site? On ne sait pas. Bon, en tout cas, donc voilà, là pour l'instant, elle est en pause. Mais en tout cas, elle est née de l'idée que je ne voulais pas dépendre des réseaux sociaux. Je ne sais Ouais. pas si tu te souviens, il y a peut-être, ah, je ne sais plus quand c'était, plus d'un an, c'est sûr, Instagram a fait une mise à jour qui avait paniqué tout le monde parce qu'en fait, c'était plus que des formats type Reel et tu voyais plus la légende en fait. Et donc on disait que ils allaient plus pousser que les vidéos et donc tous les écrivains et écrivaines étaient en panique parce qu'on se disait mais non, nos contenus vont plonger et tout. Euh, et donc moi en fait c'est un peu en réaction à cette panique que j'ai aussi ressentie. Je me suis dit mais attends, c'est pas normal de dépendre à ce point-là d'un seul canal. S'ils changent leur façon de faire, ça va plus aller avec ton contenu en fait et plus personne va voir ton contenu. Euh, Mhm. Au final, ils n'auraient trop pu d'aller parce que tout le monde a tellement râlé que ils sont revenus sur la mise à jour. Donc ça c'est bien fini. Mais je me suis dit bon, écoute, tu peux pas dépendre que d'un seul truc. Si jamais Instagram ferme, bon bah au moins tu auras le mail de 30 personnes qui seront vraiment intéressées par ton contenu et à partir de là tu pourras rebâtir quelque chose quoi. Donc c'est l'idée de départ de la newsletter. Ok. Bah, je rebondis sur ça parce qu'effectivement, je me rappelais de cette mise à jour. Bon, forcément, les reels sont toujours poussés parce qu'ils essayent de contrebalancer avec TikTok. Hmm, Et je me souviens, bah, justement, je pense que c'est peut-être un petit peu à la même époque, mais il y a un peu plus de 2 ans, donc courant 2021-2022, il y avait eu un gros bug vu que Instagram, Facebook et WhatsApp même font partie du même groupe, le groupe Meta. ouais. Pendant plus d'une journée, ou à peu près une journée, tout était down. Et je me rappelle que j'habitais aux États-Unis et j'étais en panique parce que j'avais dû envoyer des emails à ma famille parce qu'on n'avait plus aucun moyen pour communiquer vu que j'étais à Et oui. l'étranger. Et beaucoup ont réalisé, moi y compris, que ah, bah, si un jour il y a, comme ils font tous partie du même groupe, ou presque, s'il y a un réseau social qui disparaît, je me retrouve sans rien. Donc la newsletter, ça permet d'être un minimum indépendant et de garder un lien, même si forcément tu touches moins de gens parce que t'as pas le même, enfin,
j'imagine qu'il y a des gens qui ont le même nombre d'abonnés, mais moi j'ai 10 fois moins d'abonnés sur ma newsletter. Mais comme tu dis, voilà, c'est des gens qui Oui, sont oui, réels. pareil. Mais enfin voilà, c'est vraiment le. Je vais pas dire ultra fan parce que voilà, je sais pas, Rick Riordan, tu vois, l'auteur de Percy Jackson, donc c'est pas comme si j'avais des milliers et des milliers d'abonnés, mais te dire bon, bah, même si c'est 100 personnes, c'est 100 personnes qui sont ultra contents, ou j'espère, de recevoir mes emails parce que bah, ils sont toujours abonnés, quoi. Et donc qui t'arrives directement sur leur boîte mail et pas entre 36 pubs, 3 vidéos et 4 gifs. Bah oui, oui, bien sûr, exactement. Puis tu as tout le côté que tu peux te faire bannir aussi des réseaux sociaux. Enfin, Instagram, on l'a vu, surtout pour les créatrices de contenu qui créent du contenu politique engagé, ou par exemple, je sais pas moi, on voit ton téton sur la photo, si t'es une femme, ça Oui, y est, tu c'est ça. dégages, quoi. Ou tu te prends un raid de gens qui n'ont pas aimé. Bon, moi, je suis vraiment à une mini envergure, donc a priori, il n'y a pas trop de risques que ça arrive. Mais c'est vrai que tu es tellement pas à l'abri avec les plateformes. Euh, c'est vraiment eux qui contrôlent ton moyen d'expression, en fait. Donc, et ça, c'est pour ça que je trouve que c'est bien de se ménager des portes de sortie, tu vois, pour pas. Parce que pour la mise à jour dont je te parlais, là, c'était vraiment, je me souviens, la panique à bord, quoi. Tout le monde est en train de se dire, mais quoi, que va devenir mon compte, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je reste sur Instagram. Et c'est vrai que se mettre dans ces états-là pour une mise à jour d'une application, moi j'étais la première à être inquiète, hein, mais c'est vrai que tu te dis, là, justement là, c'est le moment de prendre du recul, tu vois, genre, est-ce que c'est normal que ça me mette dans cet état-là? Non. Mm. Tout à fait, ouais. Oui, et puis j'ose imaginer que, enfin voilà, on est tellement, bon, j'imagine que c'est tous les artistes, mais comme tu es attaché, il y a une part de toi dans tes projets, il y a tes projets en toi dans tous les cas. C'est dur de prendre du recul, de dire, bah oui, je crée, mais je crée aussi pour qu'on me lise. Sinon, bah, je partagerai pas et j'écrirai juste sur Word et voilà. Et de se dire que, alors certes, si tu es en maison d'édition, il y a un côté communication de leur côté, mais s'il y a plus de réseaux sociaux, bah c'est le même problème. Bah Euh, oui. mais donc on te coupe un peu l'herbe sous le pied, tu vois. Tu t'es créé une communauté, et puis d'un coup, tu peux plus échanger avec ces gens, et tu as juste l'impression de parler à un mur. Je pense que c'est ça Ouais. qui fait peur aux gens, et moi la première. Et puis d'autant plus les personnes dont c'est le métier à temps plein. Donc que c'est leur gagne-pain également, et pas juste Oui, 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 bien un sûr. métier secondaire, ouais, ouais. Donc c'est la grande détresse, je pense. Le gros problème. Mais ok, très bien. Bah, je voulais revenir sur tes prochains projets, parce que tu as parlé lors de cet épisode de tes tomes 2 et 3. Donc voilà, est-ce que il y a une sortie prochaine, enfin qui approche, ou est-ce que tu vas aussi écrire dans un genre totalement différent? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Alors là, la priorité, c'est vraiment de terminer ma trilogie, parce que moi, comme je suis une autrice assez lente, donc je peux pas me disperser et commencer à mener d'autres projets et tout ça, parce que sinon, je vais jamais finir mon tome 3. Et on aimerait les sortir de façon quand même assez rapprochée pour ne pas perdre les gens. Donc là, voilà, la priorité, c'est vraiment tome 3. Correction édito du tome 2 également, parce que donc, si jamais je vous ai un peu appâté avec mon petit pitch de la deuxième quête, on a donc le tome 1 qui est sorti en papier, le tome 1 qui va également sortir en version numérique très bientôt, au moment où va sortir ce podcast, enfin, où va sortir l'épisode. Je pense que soit quelques jours après, enfin en tout cas vraiment pas très longtemps après, quoi, on aura aussi l'e-book. Le tome 2 sort au mois de juin. Euh, et voilà. Et le tome 3, pas si longtemps que ça après, mais je communiquerai dessus quand j'aurai plus de certitude. Ok, d'accord, très bien. Bah écoute, parfait. C'est presque le moment de rendre l'antenne. Donc, s'il y a une question que je ne t'ai pas posée, si tu as un message que tu veux passer, si tu veux rajouter quoi que ce soit, le micro est à toi. Bah écoute, c'est gentil, mais je pense que j'ai tout dit. Merci beaucoup à toi de m'avoir reçu sur le podcast. C'était super sympa de pouvoir avoir une discussion aussi approfondie. Je sais pas combien de temps fera l'épisode, mais là on est à bien un peu plus d'une heure de blabla déjà, donc c'était super agréable de pouvoir parler de ça. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux si jamais. Surtout, c'est important. Et la newsletter, c'est important Et aussi. la newsletter, une fois que j'aurai réussi à me dépatouiller. Avec mes rights. Bon, ça va le faire. Bah, merci beaucoup en tout cas, Anne-Maëlle, Laure des Feuilles, pour ton intervention aujourd'hui.
Encore un grand merci à Anne-Maëlle pour cet épisode, c'était super cool. Je sais pas vous, mais moi j'en suis ressortie 100% détendue. J'adore sa voix, très posée. Du coup, voilà, ça me donne envie de découvrir la Cozy Fantasy, de relire le Hobbit. Je suis une grosse menteuse d'ailleurs parce que je l'ai jamais lu. En tout cas, de regarder le Hobbit et peut-être même le Seigneur des Anneaux. Bref, de partir vers des contrées lointaines. Dites-moi si ça vous a inspiré, que ce soit du côté lecture ou écriture, je serais ravie d'en débattre avec vous. Et je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. On se retrouve très vite pour des épisodes solo et en duo. Et surtout pour la nouvelle interview le mois prochain. Prenez soin de vous et à très vite. Salut! Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout cette entrevue pour Toss a Coin to Your Writer. J'étais ravie de t'avoir à nos côtés pour cette interview et j'espère te revoir bientôt pour de nouvelles aventures. Tu retrouveras toutes les infos de cet épisode en description. Tu peux également me trouver et me contacter sur tous les réseaux sociaux à Maeva Catalano. Je sais, c'est pratique. On se voit dans un mois, ou plus rapidement encore si le dieu des romans le veut. À très vite!